Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro des mots et débats, l'émission qui donne la parole aux auteurs francophones. Merci d'être avec nous. L'invité du jour, il est né à Bangui en Centrafrique. Il a enseigné les arts et médias à l'université Sorbonne Nouvelle Paris, Sancier-d'Aubenton. Il a été muté à Toulouse désormais. C'est arts et médias, il est poète, comédien, il est aussi réalisateur de plusieurs courts-métrages, de documentaires. Urel Régis Beninga, bonjour. Bonjour Patricia. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Depuis la dernière fois, tout va bien? Tout va bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup de l'invitation et ça fait un plaisir de revenir à nouveau sur ce plateau. Eh bien, pour moi également, sachez-le. Alors, vous êtes l'auteur de 2 recueils de poèmes, Cœur des cœurs, sorti en 2011 chez Artera. Il y avait aussi en 2007 chez Artera toujours Quand le cœur parle, donc ce sont des recueils de poèmes. Et puis, il y avait aussi une pièce de théâtre, parce que vous êtes dramaturge, Sanguerou, sur le chemin de l'Élysée, qui est sorti en 2016. Et puis là, votre dernière parution, c'est une pièce de théâtre, mais c'est avec des enfants. Nous allons voir ça. Il s'intitule Les îles enchantées. Ce sont des contes théâtralisés. Voilà, paru chez l'Harmattan Jeunesse. Eh bien, Urel Régis Beninga, commençons tout de suite la première partie de l'émission, au fil des pages. Tout d'abord, Régis Beninga, il y a 3 contes regroupés dans ce recueil. Ce sont des contes, on voit qu'il y a des groupes d'enfants. Ce sont des ateliers pour les enfants. Chaque conte, chaque groupe a un nom particulier. Alors je voulais savoir, vous avez l'habitude de travailler seul, mais travailler avec des enfants, d'où vous est venue cette idée? Alors c'est une idée qui remonte très loin. En fait, j'ai un ami qui m'avait conseillé à un de ses amis qui dirige un centre un centre artistique, de rencontres, d'accueil, de loisirs. Il s'appelle Pascal Bernard et le centre s'appelle La Chaumière qui se trouve en Normandie. Il se trouve que Pascal voulait animer des ateliers, trouver quelque chose de ludique pour les enfants. Donc il cherchait quelqu'un pour faire des contes. Donc il en a parlé à un ami commun qui s'appelle Olivier Schweizer et qui lui dit je connais un conteur centrafricain, un seul que je connais, mais je peux peut-être vous mettre en contact. Et donc c'est comme ça que la rencontre avec Pascal Bernard a eu lieu et lui m'avait proposé de faire des contes pour les enfants. Alors moi je lui ai dit au départ que c'est bien, ça me plaît bien, j'aime bien raconter des histoires, etc. Ça met en contact, ça fait vivre des expériences comme le dit Walter Benjamin. Mais je lui ai dit ce serait un peu dommage pour moi de venir donner. Les enfants vont être dans la consommation. Moi, je lui propose des ateliers de contes théâtralisés. Alors, c'est quoi les ateliers de contes théâtralisés? Le but, c'est d'amener les enfants à créer eux-mêmes les propres histoires et à dire les contes à plusieurs voix. Donc, ils sont à la fois conteurs et acteurs. C'est ce que j'ai appelé les conte-acteurs. Voilà. C'est-à-dire qu'ils content les histoires qu'eux-mêmes ils ont créées et ils interprètent en même temps les différents personnages de ce conte-là. Et donc, c'est cet atelier-là que j'avais proposé à Pascal Bernard. Et il a trouvé au départ que c'était un peu compliqué pour les enfants. Oui, parce que souvent ils se disputent, c'est moi, c'est mon idée, c'est ça justement. L'autre. Ouais. Et ça a été une expérience assez formidable. Parce qu'effectivement, je comprends la peur et l'inquiétude de Pascal Bernard. Dire à des enfants de créer des histoires et puis de les jouer en même temps et de les raconter, ça fait beaucoup. Mais l'expérience nous a montré que ça a été quelque chose d'assez formidable parce que nous nous sommes rendus compte que les enfants ont une imagination débordante et bien entendu, avec le concours des animateurs et des animatrices qui encadraient les enfants, ils ont réussi à créer des histoires. Alors le but au départ, c'est d'amener les enfants à choisir chacun son personnage. Donc ils sont un groupe de 5-7 et chaque enfant se donne un personnage. Par exemple, il y a un qui peut décider d'être le lion, l'autre qui veut décider d'être le phacochère, il y a un qui décide d'être un personnage quelconque et il définit les caractères de son personnage. Et une fois les personnages choisis, maintenant les enfants essaient de créer les histoires à partir d'un canevas que je leur propose. Donc dans le canevas, il y a les différentes parties. Il y a la première partie qui consiste à présenter les personnages, une deuxième partie qui consiste à présenter la situation initiale. Enfin, je fais un peu une sorte de schéma actentiel que je leur propose, mais à leur propre niveau. Et après, la situation initiale, le moment du conflit, la tentative de résolution du problème et la conclusion. Donc pour les enfants, la conclusion se présente sous forme de morale, la moralité de l'histoire. Et donc c'est comme ça qu'ils ont commencé à créer l'histoire. Et ça se déroule sur 5 jours.
Donc là, les 2 premiers jours, on essaie de trouver les personnages, créer les histoires. 3e jour, on commence les répétitions. 4e, la construction des décors, des costumes. Et le 5e jour, le spectacle. Le spectacle est joué devant Paris, parents, amis. Voilà, tout à fait. Et professeurs pédagogiques, enfin, j'imagine. Alors, la première histoire, le premier conte, c'est Lola et Leïla. Donc, ce sont le groupe Les Enfants Malins. Donc, leur conte, en fin de compte, ça se passe sur l'île de Kongolo. Et il y a donc, ces 2 sœurs, Lola et Leïla, veulent se rendre à un concours de danse dauphinoise. Oui. Et c'est formidable ce conte-là parce que alors mon épouse, malheureusement pour elle, elle a été ma première lectrice et puis ma première oreille à chaque fois quand elle revenait du travail, que moi je passais mon temps à retravailler les contes de ses enfants et puis à le mettre à mettre sur papier. L'idée de ce conte, alors c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est les enfants qui l'ont écrit et puis moi j'ai fait une réadaptation de ces contes-là comme tous les autres. Alors on voit Lola et Leïla, et c'est un peu l'imaginaire de l'enfant de voir combien 2 petites filles braves, qui sont jeunes, hein, j'imagine 7-8 ans, et qui décident d'aller participer à ce grand concours de la danse dauphinoise. Et dans leur parcours, ils rencontrent M. Christophe, qui justement essaie de s'emparer de leur pirogue parce que son bateau à lui n'avait plus d'essence. Oui. Alors, donc, comment faire pour pouvoir y arriver? Et ces jeunes filles-là se sont battues. C'est aussi l'idée, je pense, peut-être inconsciente de la part des enfants, de montrer qu'il ne faut pas les sous-estimer, il ne faut pas sous-estimer leur jeune âge. Avec leur jeune âge, ils peuvent faire beaucoup de choses. Et donc, dans le conte, on voit qu'ils rencontrent un tronc d'arbre et puis décident, ils veulent se fabriquer une pirogue, mais par la magie des choses, pour avoir osé braver cet obstacle qui se présente devant elle, par la magie des choses, la magie des contes, le tronc d'arbre se transforme en pirogue et puis voilà, elles se mettent dedans pour se rendre à la grande fête de la danse dauphinoise. Et puis il y avait des dauphins. Il y avait des dauphins, parce que quand ils sont arrivés, alors elle partait pour assister, elle ne partait pas pour participer en tant que conquérante, non, elle partait pour assister. Et sur leur chemin, ils croisent M. Christophe dans son bateau qui est motorisé. Oui. Seulement, le bateau de M. Christophe est tombé en panne parce qu'il n'y a plus de carburant. Et M. Christophe, qui leur faisait preuve de gentillesse en disant « Oui, venez, vous n'allez pas partir toute seule, etc. » Donc, elles ont eu confiance à M. Christophe. Pourtant, elles savaient bien que M. Christophe, c'est quelqu'un de méchant. Il a une réputation d'être quelqu'un de méchant, mais bon. Elles ont accepté d'aller dans le bateau, mais malheureusement, on ne sait jamais qui est qui, et M. Christophe n'a pas failli à sa réputation. Il a récupéré la pirogue des jeunes filles avec son dauphin qui, lui, devait participer au concours de la danse dauphinoise. Et c'est comme ça que M. Christophe est parti, et laissant les 2 jeunes filles. Et la magie du conte sait tellement bien faire les choses qu'il y avait 2 dauphins dans le bateau de M. Christophe, parce que M. Christophe avait récupéré ces dauphins qui préparaient également, qui se préparaient pour participer au concours de la danse dauphinoise. J'ai remarqué que dans chacun de ces contes, il y a ce mélange, comme s'il y avait ce mélange, cette mixité de culture. Oui. Parce que c'est vrai qu'un dauphin, ça ne se trouve pas, par exemple, sur le continent africain. Et donc, on parle de dauphin avec pirogue. Oui. Par exemple, l'autre histoire aussi, le 2e conte, c'est la banquise flottante. Oui. Là aussi, c'est des Esquimaux avec des pingouins. Il y a un mélange entre l'être humain et l'animal. Il y a même un mariage entre l'être humain et l'animal. Et c'est ça qui fait la force du conte, et notamment de cet atelier-là. Parce que si c'était moi qui l'avais écrit, j'allais sans doute trouver une sorte de logique là-dedans, en disant qu'en Afrique, il fait chaud, il n'y aurait pas de banquise flottante. Oui. On dirait que voilà, il n'y aurait pas de dauphins dans les fleuves africains, etc. Mais, vu que c'est les enfants, et j'ai vu comment leur imagination est tellement débordante, ils ont réussi à placer ces animaux dans le décor qui n'est pas les leurs, adaptés, etc. Mais bon, voilà, j'ai voulu les garder aussi pour montrer combien ce travail d'enfant, l'imaginaire de l'enfant, qui est quelque chose d'assez extraordinaire, on ne peut pas imaginer un jour qu'un dauphin puisse se marier, un pingouin se marier avec une esquimaude, etc. Oui. Donc c'est un peu ça, mais ça c'est les enfants. Mais il y a une chose aussi dedans que j'ai enlevé par exemple pour faire rire, mais c'est pas pour faire rire, mais ils avaient mis ça dans le conte original de
La banquise flottante. La banquise flottante. Ils avaient mis une pause publicitaire de Hollywood Chewing-Gum. Donc, dans l'écriture, ils avaient mis ça, pause publicitaire. Et puis après, Hollywood Chewing-Gum. Bon, excusez-moi d'en parler là, mais c'était tellement drôle. Quand je relisais ces contes-là, je me disais, mais purée, qu'est-ce que les enfants peuvent en arriver là, quoi. Comment leur imaginaire est assez débordante, quoi. Et ça m'a beaucoup marqué de voir que l'enfant n'est pas dans la censure. Oui, il est libre, quoi. Voilà, il laisse libre cours à son imaginaire, ce qui n'est pas le cas d'un adulte qui va écrire, qui va réfléchir, quel est le message que je veux transmettre par là, est-ce que ça c'est logique, etc. On essaie de trouver des logiques. Quand j'ai créé, par exemple, Sanguero, j'essaie de trouver des logiques. Qu'est-ce que je veux annoncer par là? Mais là, dans le conte, les enfants laisse libre cours à leur imaginaire. Je ne suis pas sûr qu'ils voulaient transmettre un message particulier. Mais avec du recul, on se rend compte que le message, il y en a. Oui, parce que souvent dans chacun des contes, dans ce recueil, il y a cette ambiguïté, enfin cet antagonisme, le bien et le mal, à chaque fois. Ouais. Mais ça, c'est le propre de l'enfant, en fait. Et c'est ça qui est bien encore, de voir que le mal et le bien est mis en opposition. Et, alors, généralement, en tant qu'adulte, maintenant, dans le XXIe siècle, on essaie de faire les choses un peu avec parcimonie, de grignoter un peu pour ne pas toujours opposer le mal au bien. Mais l'enfant, ça reste systématique parce que c'est son âge qui le veut. Et donc, c'est blanc ou bien c'est noir, c'est bien ou bien c'est mauvais. Et voilà, donc c'est ça qui me touche aussi et puis qui me rend assez sensible vis-à-vis de l'enfance. Alors justement, vous dites sensible vis-à-vis de l'enfant, mais dans l'un de votre postface, il me semble, vous parlez d'humilité. Oui. C'est-à-dire l'humilité, parce que... Alors moi, en tant qu'universitaire, au contact de ces enfants, justement, en tant qu'universitaire, avec tout ce que j'ai appris à l'université, toutes les théories sur le théâtre, sur la théâtralité, sur le conte, sur la littérature, sur le roman, sur la création et sur comment aborder une œuvre artistique. Donc je venais pour un début de cet atelier avec tout cet arrière-plan-là, proposer des choses aux enfants, leur expliquer ce que c'est que la scène, ce que c'est que l'avant-scène, la diction, la déclamation. J'avais les enfants qui me regardaient comme ça, ils ne comprenaient rien à tout ce que je disais. Et donc, du coup, je dis, oula, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais donner raison à Pascal Bernard qui me disait que c'était pas facile? Donc, il m'a fallu me rabaisser à l'enfant, au niveau de l'enfant, essayer de l'écouter. C'est peut-être trouver un moyen d'être à leur écoute avec leurs mots, parce que rabaisser, c'est dur. Ouais. Oui, mais je préfère le mot, parce que finalement, en me rabaissant, les enfants m'ont élevé. Oui. Voilà, parce que finalement, on a toujours tendance à penser que les enfants sont petits, mais ils sont grands d'esprit. Oui. Voilà, c'est pour ça que je parle d'humilité. C'est-à-dire que je viens avec mon orgueil d'universitaire, docteur en théâtre, etc. Et les enfants me disent, ouh, stop. Calme-toi un peu, mon ami. On va te montrer ce que c'est. Et donc, du coup, je les ai laissés faire et j'ai appris. Et pour vous dire vrai, le schéma actentiel, on l'utilise souvent à l'université. Je l'ai appris depuis mes premières années à l'université, même au lycée, mais je l'ai compris à travers les enfants. Parce que tout ce que je venais, le schéma actentiel, les adjuvants, ceci, cela, les enfants ils ne comprenaient rien à tout cela. Alors il faut que je trouve un moyen pour leur rendre plus perceptible. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'effectivement, avec des mots simples, on peut faire beaucoup, on peut faire grand. Et c'est pour ça que je parle même dans la postface de ma plus belle expérience artistique. Oui. Dans le dernier conte, là c'est le conte qui s'intitule Les Mamies Wata, c'est le groupe La Famille Pirate. Donc il y a encore toujours un conflit. Oui. Là c'est l'histoire d'un conflit entre les sirènes et les pirates. Les sirènes qui attendent l'apparition de Cyrus. Voilà, de Cyrus. Et puis bien sûr les pirates, eux, ils préfèrent plutôt essayer de capturer les sirènes. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que là c'est sur l'île du serpent ninja. Oui. Bon, ça, c'est l'imaginaire des enfants aussi. Je sais pas, est-ce que ça existe, le serpent ninja? Sans doute qu'ils ont dû voir des films chinois qui parlaient à l'époque un peu des ninjas, etc. Tout ça.
Mais ce conte m'a beaucoup plu. Enfin, j'ai eu du mal à faire la réadaptation. Et à chaque fois, quand je le proposais à mon épouse, il me dit non, non, mais ça c'est assez dur, c'est assez compliqué, etc. Pour les enfants, je dis oui, mais j'ai envie de développer un peu. Je dis reste attaché à l'idée des enfants. Il me disait ça. Je dis ok. Et là, je me rends compte que les enfants, je ne sais pas s'ils ont déjà vu les Mami Wata, les sirènes. Oui. Ils les ont vus où? Dans quelle série? Dans quel livre? Dans quel livre de contes ils ont lu? Ça, quelque part, je ne sais pas. Et l'idée que les pirates vont se servir des écailles des Mami Wata comme porte-bonheur pour aller attaquer des bateaux, etc. Parce que les sirènes, c'est plutôt occidental. Les Mami Wata, c'est plutôt les Mami Wata, c'est gens plutôt, du continent africain. Du continent africain, voilà. Et donc, comment ils en sont arrivés là? Ouais. Je ne sais pas. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, de mettre... et puis, l'idée peut-être qu'ils ont essayé les enfants, pardon, de faire ressortir là, c'est aussi peut-être aussi... alors là, je parle à leur place, hein, peut-être de l'émancipation de la femme ou bien encore l'émancipation de ceux qui sont faibles. C'est-à-dire de dire aux faibles que vous pouvez y arriver, ne vous laissez pas toujours faire. Parce que les pirates ont l'habitude de prendre prisonnières ces Mami Wata pour arracher leurs écailles, pour se servir pour des basses besognes. Mais là, malheureusement, là, cette fois-ci, les Mami Wata disent non, on ne va pas se laisser faire. On va y aller et on va essayer d'en finir avec ces pirates-là une fois pour toutes. Et elles ont eu la chance d'avoir le serpent ninja qui, lui, tout le temps, passait son temps à contempler cette balade céleste, cette rencontre entre les étoiles et les Mami Wata. Ça, je trouvais ça féerique en écrivant. J'ai dit, waouh! Je ne pouvais pas un jour arriver à faire un truc pareil. Mais ça, c'est les enfants. Et je veux vraiment leur rendre hommage là, sur ce plateau-là. Et c'est notamment les enfants de la communauté de communes de Seine-Bord, en Normandie. Et voilà, s'ils m'entendent, ben, je leur dis encore un gros chapeau. Et voilà. Autre question. À chaque début de conte, ou même entre chaque conte et à fin de conte, c'est Mbaye Ye. Donc c'est en sango. Oui. Alors, Mbaye, c'est une locution qu'on utilise en République centrafricaine pour dire des contes. Voilà, on commence le conte par cette locution, Mbaye, le conteur dit Mbaye et l'auditoire répond Yé. C'est une manière de maintenir son public à l'écoute, de le tenir en haleine et de rendre vivant le conte. Et ça, c'est pas qu'en République centrafricaine, je me rends compte que partout en Afrique, même aux Antilles, ça existe. Hein. Yé cri, yé crac, yé mysticri, yé mysticra, clic. Voilà, c'est comme ça qu'on le fait aux Antilles. Et je sais que au Burundi, pays de mon épouse, on dit Sokwe et puis l'auditoire répond également avec un terme. Alors les Burundais me pardonneront parce que je ne sais pas trop le mot retour. Et en Swahili, on dit Adisi Njo, Njo Adisi. Voilà. Et un peu partout en Afrique, il y a ces expressions-là qui permettent au conteur de maintenir son public en haleine. Et avec les enfants, pendant le conte théâtralisé, c'est un peu ce côté africain que j'ai voulu rajouter à cet exercice, cet atelier qu'on faisait. Donc du coup, le terme Mbaye Yé était devenu pour nous une sorte de leitmotiv pendant le conte. C'est un peu une sorte de mot de passe. Donc on se croisait, on dit Mbaye, puis l'autre Yé. Et comme c'est en séjour, ça devient une ambiance colonie de vacances. Oui. Et donc partout, à tout moment, on le faisait. Et même dans le conte, les enfants le répétaient Mbaye, Yé, Isere, Yé, Tereye, Yé. Et ça, c'est voilà, c'est un peu le côté africain que j'ai voulu rajouter à ça. Et puis avec les enfants, on a trouvé aussi un équilibre pour aussi qu'ils gardent aussi leur tradition française. Donc, on a transformé le Mbayeye à histoire, raconte. Donc, quand je dis histoire, les enfants répètent raconte. Et ça crée une sorte de dynamique. Et faire du théâtre de cette manière, ça, voilà, ça donne une sorte de dynamique à l'activité. Et dernière question pour clore ce premier chapitre, ce sont les illustrations quand même de José Nicolas. Comment vous êtes-vous rencontré avec l'illustrateur? Alors l'illustrateur, c'est un jeune que j'ai rencontré dans l'église que je fréquente à Paris, l'église de Baptiste de l'avenue du Maine. Et
Il était jeune, je l'avais comme... moi, j'étais moniteur, il était tout jeune à l'époque. Et je me suis rendu compte qu'il avait une aptitude à dessiner. Il dessinait tout ce qui lui passait à l'esprit et il avait un certain talent. Donc, je lui avais proposé à l'époque d'illustrer mon recueil de poèmes, Cœur des cœurs, et j'ai trouvé que c'était magnifique ce qu'il avait fait. Donc, du coup, avec ce conte, je lui ai dit, bah, vu que c'est un travail qui est destiné en priorité aux enfants, je vais lui proposer s'il peut me rajouter des images pour agrémenter et puis faciliter la compréhension pour certaines personnes. Et c'est là qu'il a accepté de le faire. Et j'avoue que c'était un travail magnifique qu'il a fait. Il a fait une trentaine de contes. Bon, malheureusement, pour des raisons de coût de financement, l'éditeur en a retenu qu'un tiers. Oui. Mais c'est formidable ce qu'il a fait. Et puis, en tout cas, je lui dis encore grand chapeau pour son travail et j'espère qu'il aura encore d'autres occasions d'exprimer son talent encore merveilleusement. Merci beaucoup Uriel Régis Benninga pour cette première partie d'émission. Ne bougez pas, hein, il reste carte sur table. Alors pour carte sur table, nous allons parler de votre actualité, Uriel Régis Benninga. Alors en ce moment, vous êtes en train de préparer, vous êtes un réalisateur de documentaires, de courts-métrages. Oui, voilà, là vous avez un court-métrage fiction. Oui. Alors parlez-nous-en. Pour l'instant, je travaille sur un court-métrage que je vais probablement tourner cet été. C'est sur un sujet assez dur, hein, sur la question de l'infanticide. Voilà, un sujet qui est tabou au cinéma, qu'on traite très rarement. Et donc là, j'essaie d'aborder ce sujet. Je l'aborde parce que j'ai été très ému par l'actualité concernant une certaine Fabienne Kabou. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette dame d'origine sénégalaise avec sa poussette au bord de l'eau. Ouais. Donc cette histoire m'a beaucoup ému. Alors je ne sais pas pourquoi, mais elle revenait en boucle en moi. À chaque fois que ça passait à la télé, ça me touchait. Donc je suis allé sur Internet faire des recherches. C'est là que je me suis rendu compte que beaucoup de femmes vivent cette situation difficile. Alors, on a souvent tendance à les accuser, à les pointer du doigt, peut-être que c'est des criminels, etc. Alors, le but du film, c'est de ne pas les incriminer, mais c'est d'essayer de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas un phénomène uniquement occidental, mais c'est partout dans le monde et avec des raisons diverses. Alors, je ne vais pas dévoiler l'intrigue du film. Et voilà. Donc, mon idée, c'est d'essayer de comprendre un peu cette souffrance parce que en me documentant, je me suis rendu compte qu'il y a une souffrance derrière. C'est vrai qu'on accuse parfois ces femmes-là, mais pour certaines, ce n'est pas évident. Certaines sont dans le déni de grossesse, elles ne savaient pas qu'elles attendaient un enfant et puis du coup, du jour au lendemain, la grossesse est là. Qu'est-ce que je fais ? Enfin, pas la grossesse, mais l'enfant arrive. Donc parfois, je me posais la question, je me disais, mais est-ce que c'est normal, hein? Elle n'a pas ses règles, etc. Elle ne peut pas se rendre compte, etc. Mais bon, mon épouse est médecin, elle a essayé de me faire comprendre certaines choses, effectivement, et ça m'a beaucoup touché aussi dans ce sens-là. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais le faire, même si le sujet il est assez dur, même si j'ai la réputation de faire des films avec des sujets durs. Mais voilà, je n'ai pas réussi à m'en débarrasser en ce qui concerne de ce sujet-là, en ce qui concerne ce sujet. Donc du coup, j'ai essayé d'écrire quelque chose. Le scénario, il est prêt, il ne reste plus qu'à être tourné. Voilà. Et tourné. Autre actualité encore, c'est vous êtes à Toulouse, comme j'ai dit, vous aviez donné des cours à la Sorbonne Nouvelle à Paris, et puis à Toulouse actuellement, et c'est des cours toujours de technique de communication. Oui, alors à Paris 3, j'enseignais la technique de médiation écrite et orale, et j'ai eu à donner quelques cours sur l'interculturalité du théâtre dans le bassin du Congo, ainsi que sur l'anthropologie théâtrale. Mais là, depuis 2 ans, les choses ont fait que je me retrouve maintenant à Toulouse. Oui. Et n'ayant pas de poste à l'université de Toulouse, j'interviens dans le milieu scolaire où je fais des animations de pratiques théâtrales, de création de marionnettes avec les enfants. Et je vous rassure que je vis des moments magnifiques avec les enfants et c'est quelque chose... Oui, parce qu'ils sont assez surprenants, ils sont toujours vifs.
curieux. Oui, oui, oui. Et puis de recevoir de la part des enfants des câlins tout le matin, etc., qui arrivent, mettre un câlin, etc. Je trouve ça mignon qu'on ne retrouve pas à l'université, même si parfois c'est pas conseillé, mais je trouve que on a besoin de chaleur dans ce monde qu'on appelle souvent le monde de brut, mais bon, les enfants nous rappellent qu'il faut un peu de tendresse. Et même quand je suis parfois emporté parce qu'ils ne suivent pas, ils ne veulent pas faire les choses comme je leur indique. Et puis subitement, il y a un qui vient mettre un câlin. Et puis là, c'est mignon, c'est touchant. Et puis du coup, la pression baisse. Et puis on retrouve une sorte de sérénité, de joie. Et puis voilà, c'est quelque chose de magnifique pour moi. Et donc c'est une expérience que je vis à nouveau avec les enfants et je trouve ça formidable. Très bien. Merci beaucoup, Régis Benninga. Nous allons passer tout de suite, on va découvrir votre coup de cœur. Votre coup de cœur, Régis Benninga, on parle de diversité. Oui, c'est bien cela. Tout à fait. Diversité, c'est un livre que j'ai découvert dans ma boîte aux lettres. La diversité en France. La diversité en France, oui. Que j'ai découvert dans ma boîte aux lettres il y a 3 semaines. Et c'est une amie qui l'a écrit. Et donc, je ne m'attendais pas, je ne savais même pas qu'elle faisait un travail là-dessus. Et elle s'appelle Christelle Calini. Et un très bel ouvrage sur la diversité en France. Il présente, c'est une lecture assez éclairée sur la diversité la diversité en France. Et ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que il n'y a pas une vision pessimiste ou voire encore conflictuelle de la diversité. Donc là, elle présente la diversité sous un angle positif et combien ceux qui sont appelés les minorités visibles arrivent à s'investir pour le développement de ce pays-là. Donc souvent, on a tendance dans nos discours sur la France, sur l'immigration ou la diversité en France, le discours est assez, parfois, selon le bord où on se trouve, conflictuel, on pointe du doigt, ou encore on est pessimiste, on dit oh, ça n'ira jamais, ça ne marchera jamais. Mais là, j'ai vu qu'elle a fait un très bon travail de sociologue, même si elle n'aime pas se présenter en tant que sociologue. Elle est plutôt docteur en sciences de l'éducation. Et je trouve que c'est vraiment un travail de sociologie qui est très poussé sur la diversité en France, la richesse que la diversité peut apporter en France. Et sur combien d'années a-t-elle pu observer, je veux dire, dans des familles, dans des coins, dans des régions françaises? Elle a rencontré beaucoup d'immigrés dans des régions françaises, mais elle a beaucoup travaillé en Occitanie. En Occitanie, donc voir un peu les immigrés qui sont arrivés de l'ancienne génération, de la nouvelle génération, et puis les enfants issus de l'immigration, etc., leur perception de la diversité et comment eux-mêmes sont regardés. Et ça, Languedoc-Roussillon, c'est ça, Montpellier, tout ça, Occitanie. Voilà, Occitanie, tout ce qui est Toulouse, Pau, etc., tout cet environ-là. Et ça, j'ai trouvé ça formidable et je me suis dit ce serait peut-être une occasion aussi de donner lumière à cet ouvrage qui, très souvent les ouvrages scientifiques restent dans un milieu fermé des scientifiques, mais je trouve que ce genre de travail mérite d'être mis en lumière et moi j'ai été personnellement très touché par ce travail de Christelle Calini. Très bien. Eh bien, et qui d'ailleurs fait un tremplin avec ce travail que j'ai fait avec les enfants. Moi qui viens de République centrafricaine, travailler avec des enfants occidentaux et puis avec cet ouvrage qui sort. Donc c'est vraiment la mixité qui se rencontre, cette convergence qui nous donne ce produit magnifique, permettez-moi de le dire, parce que pour moi c'est magnifique, c'est pas question de me vanter de quoi que ce soit, mais c'est parce qu'il y a eu une rencontre non seulement entre 2 générations, moi adulte et les enfants mineurs, moi centrafricain d'origine, eux français d'origine, et on se retrouve avec la manière de dire les contes en République centrafricaine que j'ai hérité de mes parents, mon père et ma mère qui me racontaient des contes, et eux qui venaient également avec leur culture occidentale qui est basée sur l'écriture. Moi, venant de l'oralité, la rencontre de l'oralité et de l'écriture ont donné naissance à ce travail sur
le conte théâtralisé. Aussi, la rencontre entre le conte et le théâtre. Il y a plusieurs rencontres. Voilà, je parle beaucoup. J'arrête là. Très bien, merci beaucoup, Uriel Régis Benninga. Oui. Merci de nous avoir présenté donc, votre coup de cœur, La diversité en France, et puis votre dernier ouvrage avec ces enfants qu'il ne faut pas oublier, Les îles enchantées, voilà, des contes théâtralisés chez l'Harmattan Jeunesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patricia, de votre invitation. Je vous en prie. Et quant à vous, mes chers complices, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent. Merci beaucoup de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.